Un Noël loin de Moscou. Hier soir, Volodymyr Zelensky a acté le changement et l'abandon de l'héritage russe dans un message tourné depuis la laure des grottes de Kiev, site religieux le plus sacré du pays. Nous célébrons tous Noël ensemble, à la même date, comme une grande famille, comme une nation, comme un pays uni. Et aujourd'hui, notre prière commune sera plus forte que jamais, la prière du peuple. Aujourd'hui, elle réunira des millions de voix, plus que jamais. Et elle sera entendue aujourd'hui, sans un décalage horaire de 2 semaines, avec l'Europe et le monde. À Odessa, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées pour l'office religieux dans la cathédrale. Pour la première fois, les Ukrainiens fêtent Noël en même temps que les catholiques et les orthodoxes roumains, grecs et bulgares. Nous pensons que nous devrions vraiment célébrer Noël avec le monde entier, loin de Moscou. Pour moi, c'est un nouveau message. Le changement est toujours difficile et lorsqu'il se produit, il faut que davantage de personnes le soutiennent pour que quelque chose de nouveau se produise. C'est pourquoi nous allons essayer de célébrer le 25. Nos amis n'y sont pas opposés non plus et ceux qui veulent le faire le fêteront le 7. Sur le front, pas de trêve pour Noël. L'armée ukrainienne annonce avoir abattu cette nuit 28 drones russes qui visaient les régions méridionales du pays, dont Odessa. Il faut changer, disait cette habitante de Kiev. Il faut donner un signe. Le signe est donné, à votre avis? Ah oui, le symbole. C'est une date, mais le symbole est extrêmement fort. Alors, c'est la première année où c'est très officiel, parce que la loi est passée au mois de juillet 2023, donc ça s'inscrit dans cette continuité. Mais enfin, Noël dernier, il y avait déjà aussi des prémices. Certains avaient déjà commencé à le fêter le 25, parce qu'il y a une démarche quasi politique de rupture avec Moscou. Ça s'inscrit dans une série de mesures qui visent à rompre avec l'idéologie russe. Et oui, le symbole est extrêmement fort. On est dans un pays quand même assez religieux, où Noël, ça compte énormément. Donc oui, c'est un geste culturel, d'identité et politique extrêmement fort que de dire non, on est à l'ouest et Moscou, c'est fini. Mais enfin, selon l'Église orthodoxe, voilà, c'est une rupture avec le patriarcat de Moscou. Serbe aussi, je crois que c'est les deux derniers en fait à fêter le 7 janvier. Après, en Ukraine, oui, il y a un changement qui va se faire en transition. J'imagine que dans les familles, notamment au sein des personnes âgées, peut-être qu'il y aura quelque chose aussi d'organisé pour le 7 à certains endroits. Je pense qu'il y aura une transition en douceur, mais c'est un acte extrêmement politique. Voilà, nous, on va le faire le 25. Nos amis ne sont pas opposés, mais s'il y en a, on est quand même dans un climat de tolérance. Je voudrais juste rajouter à quel point c'est politique et c'est une vraie rupture. C'est aussi une conséquence de l'engagement du patriarche Kirill au soutien de Vladimir Poutine à la guerre en Ukraine, au crime, à l'idéologie raciste et de Nel que ce patriarche-là a promulgué, qui a entraîné un mouvement populaire d'adhésion au 25 décembre. Même plus, Aline, je pense que le mot soutien est bien fait. Oui, absolument. C'était l'appel à la guerre sainte. Concerne Kirill, je rappelle quand même à tout le monde que le patriarche de l'Église orthodoxe russe est, et je ne dirais pas que c'est un ancien du KGB, parce qu'on n'est jamais ancien du KGB. Signe fort de dissension, surtout, Zelensky l'avait porté à de nombreuses reprises, et on se souvient d'ailleurs que Kiev avait fait une chasse à cette église orthodoxe russe sur fond d'espionnage à la solde de Moscou également. Oui, mais en plus il y avait Kirill qui a quasiment prêché la guerre sainte, disant que c'était une guerre sainte pour la Russie, que ceux qui mourraient sur le front mourraient en martyrs. Il y avait de la part de Kirill quelque chose qui allait au-delà de ce qui était le soutien traditionnel de l'Église orthodoxe au pouvoir en place. C'est un acteur majeur. C'est un acteur majeur de cette guerre. De la lutte contre le monde LGBT, la décadence de l'Occident, etc. Donc aussi pour ça s'explique très bien. Toujours en première place lors des discours de Vladimir Poutine. Toujours en première place. Et cela, ça explique très bien pourquoi, maintenant les Ukrainiens... Pour nos téléspectateurs, comme les Roumains, les Bulgares et les autres. C'est ce monsieur c'est lui. Ce qui tend à montrer que M. Poutine encaisse des échecs. Parce qu'en fait, c'est un échec.
est en train de se passer pour M. Poutine. Tout à fait. Et on a toujours tendance à être dans un storytelling où on montre les difficultés ukrainiennes. Ici, c'est une difficulté russe. C'est-à-dire c'est un moyen d'emprise de la société russe via Kirill sur la société ukrainienne qui vient de lui péter au nez. Donc, en fait, c'est un exemple de plus que M. Poutine n'a pas réussi à zombifier l'Ukraine, ce qui reste son objectif majeur. Et on sait qu'en plus, il adore en général le faire. On parlera de ses enfants déportés tout à l'heure. Il aime le faire également en tentant de russifier l'Ukraine. Pour le coup, c'est vraiment le coup de pied de l'âne. Poutine employait toujours la religion, l'orthodoxie russe. Ça veut dire que, je ne sais pas, quelqu'un croit qu'il est croyant ou pas. Moi, je ne crois pas. Comme il est seul dans l'église avec une bougie, pourquoi il prie, je ne sais pas. Mais je trouve aussi que c'est pas très symbolique et très important de séparation entre l'Église orthodoxe russe et l'Église orthodoxe ukrainienne. C'est pas la première fois dans l'histoire de cet endroit-là, parce que je vous rappelle qu'au début du XXe siècle, l'Union soviétique a changé le calendrier, mais c'est toujours existe. Par exemple, les Russes dans Montatière, on fête toujours Nouvel An le 31, après le 6, le Noël, et après c'est le 13, c'est Vieux Nouvel An. Eh ben, c'est déjà un siècle, mais on fête toujours. Et je pense que l'Ukraine aussi, les gens spécialement âgés vont fêter, mais c'est bon pour tous, pour montrer que nous sommes autonomes. Parce que Poutine essayait à effacer cette frontière de diversité. Oui, je vous laisse la parole dans un instant. Je voudrais qu'on regarde une autre illustration de cette indépendance, de ce Noël. Encore une fois, c'est une première dans l'histoire de l'Ukraine. Moment fort, symbole de résistance face à l'envahisseur. Cette séquence tournée sur le front avec des soldats ukrainiens. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Help next year our troubles to be out of sight. I won't be home for Christmas. You can plan on me. Oh, the weather outside is frightful, and the fire is not delightful. It seems we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. So this is Christmas. And what have you done? C'est fort et c'est beau, c'est ce qu'on se disait. Aline. Oui, c'est très émouvant et ça dit quelque chose de ce Noël quand même qui est assez incroyable aussi en Ukraine en ce moment. Il y a à la fois une volonté de célébrer et non pas fêter. En fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la fête qui est quand même un peu amer et dur parce que déjà de base les gens sont séparés, les familles sont séparées, il y a beaucoup d'hommes au front, de femmes aussi, donc il y a des tas de choses qui sont créées, des dessins, ce type de vidéos pour essayer d'adoucir un peu la violence de ce Noël. Ça reste quand même une violence, il y a beaucoup de politique, il y a une détermination, il y a un soutien aux forces armées et c'est vraiment une journée assez particulière, à la fois il y a une volonté politique, culturelle, identitaire, de survie, de célébrer, de marquer ce jour de façon importante, mêlée à à beaucoup de tristesse et de souffrance aussi. Bien sûr, vous avez raison, non mais parce qu'il y a la guerre, on reviendra dans ce 12-15 sur la mobilisation, sur les problèmes rencontrés par l'Ukraine pour trouver entre 450 et 500 000 soldats. Mais ce Noël fêté, on le voit sur le front, et fêter également ou célébrer, vous avez tout à fait raison, sur le front, c'est aussi une façon d'unir le pays dans cette difficulté face à l'envahisseur et face à la guerre. Oui, un des résultats involontaires de M. Poutine, c'est qu'il a réussi à contribuer, bien involontairement, à l'avènement d'une nation dont il niait l'existence. Et donc ce moment-là, l'évolution sur le champ religieux, l'évolution de l'orthodoxie qui est diverse en Ukraine comme ailleurs par ailleurs, tout cela participe de l'affirmation d'une nation, de la prise de conscience d'un nous par rapport à un eux.
Et eux, c'est devenu la Russie de M. Poutine. Et ce nous, c'est aussi l'Ukraine par rapport aux pays occidentaux. Donc il y a des choses très profondes qui se passent. Et l'interrogation que j'ai pour ma part, c'est comment la prise de conscience de ce nous arrivera dans les prochaines années, voire décennies, à peser sur la façon dont les Ukrainiens ont des relations avec leurs élites politiques et économiques. Autrement dit, est-ce que le nous sera capable de tordre le bras aux élites politiques et économiques pour véritablement rompre avec les fantômes hérités du passé et construire une société véritablement démocratique, véritablement proche des standards de l'Union européenne? C'est ça l'enjeu. Et je pense que le prix du sang est tellement cher que cette exigence existera.